Décembre 1957. C'est accompagné de votre femme Francine que vous partez à Stockholm, Albert Camus, pour y recevoir le prix Nobel de littérature. En quelques années, l'étranger, la peste ou le mythe de Sisyphe vous ont rendu célèbre. À 44 ans, vous offrez au monde entier le visage exigeant et généreux d'un nouvel humanisme. Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois du moins qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Il est rare qu'un discours de réception au prix Nobel soit à ce point autobiographique. Bien au-delà de l'écriture, ce sont en effet des règles de vie que vous venez de dévoiler. Elles ont guidé tous vos engagements, et notamment ceux dans le journalisme, un métier que vous avez endossé à plusieurs reprises. Une passion, direz-vous même un jour. Un exercice risqué pour un écrivain tant il est difficile d'y voir clair dans le fatras du monde. Solidaire d'une époque riche en bouleversements historiques, vos prises de position, jamais banales, n'auront qu'un seul credo, l'humanisme. Le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. C'est en 1938, en Algérie, sur votre terre natale, que débute votre carrière de journaliste. Par hasard. Vous auriez dû être professeur d'université, mais vous êtes tuberculeux. À l'époque, cette maladie est incurable et, à la menace de la mort, l'administration française a le bon goût d'ajouter l'interdiction aux tuberculeux de devenir fonctionnaires. On vous interdit donc de passer l'agrégation. Je ne sais trop comment commencer parce qu'il y a longtemps que je ne vous ai vu ni écrit. On m'a refusé mon certificat médical pour l'agrégation. C'est pour ça que j'ai accepté l'emploi de rédacteur à Alger Républicain. Je fais du journalisme, les chiens écrasés et du reportage. Quelques articles littéraires aussi. Vous savez mieux que moi combien ce métier est décevant. Mais j'y trouve cependant quelque chose. Une impression de liberté. On trouve aussi des satisfactions d'une qualité assez basse. Mais tant pis. Alger Républicain est un nouveau journal résolument à gauche. À sa tête, Pascal Piat, libertaire, nihiliste, fou de littérature. Lorsqu'il vous recrute en 1938, vous avez 25 ans. Vous avez déjà publié L'Envers et l'Endroit et avez été brièvement membre du Parti communiste. Mais c'est surtout votre assurance qui le séduit, probablement forgée par un long militantisme. À la tête du Théâtre du Travail, vous aviez dénoncé sans relâche les périls qui menacent les libertés de l'autre côté de la Méditerranée. Contre la montée du fascisme hitlérien, vous aviez adapté Le Temps du mépris d'André Malraux. Contre l'Espagne franquiste, vous aviez écrit Révolte dans les Asturies, une pièce rapidement interdite par la municipalité d'Alger. Mais c'est surtout votre engagement aux côtés des Algériens musulmans qui avait marqué. L'heure de la révolte n'avait pas encore sonné, mais vous aviez senti qu'il était urgent d'agir. Peut-être parce que vous êtes né pauvre parmi les pauvres, votre mère analphabète faisait des ménages, et que vous savez que l'injustice ne peut durablement régir la société des hommes.
À l'époque, l'Algérie forme 3 départements français. Pourtant, les Algériens musulmans ne sont pas français à part entière. On les appelle des indigènes, ils n'ont pas le droit de vote aux élections nationales. En 1935, le gouvernement de Léon Blum avait esquissé un premier geste en proposant d'accorder le droit de vote à quelques dizaines de milliers de musulmans. Le gouvernement a pensé, d'accord avec moi, qu'il était impossible de refuser plus longtemps aux indigènes français d'Algérie une participation à la souveraineté nationale. En avril 1937, vous aviez lancé devant des centaines de personnes un appel pour soutenir le projet Violette. Une civilisation ne saurait prospérer sous des lois qui l'écrasent. Le seul moyen de restituer aux masses musulmanes leur dignité est de leur permettre de s'exprimer. Un appel aux intellectuels de ce pays est lancé pour appuyer de leur signature le projet Violette, considéré comme une étape dans l'émancipation parlementaire intégrale des musulmans. Le projet Violette avait enthousiasmé de nombreux musulmans. Mais l'opposition d'une poignée de riches colons avait fait reculer le gouvernement. Le projet fut abandonné. Vous vous en souviendrez. Quand on voit son soutien au projet Blum-Violette, on voit bien que lui, il sait déjà qu'il faut que le pays bouge. Et là, c'est une pensée qui est ultra minoritaire en Algérie, qui n'est pas minoritaire dans ce petit monde intellectuel qu'il fréquente, mais qui est minoritaire même dans les milieux radicaux du Front populaire. À Alger républicain, évidemment, tout le monde avait soutenu le projet Violette. Aussi, quelques mois plus tard, lorsque vous partez en reportage en Kabylie, vos prises de position ne surprennent pas. Par contre, votre style, le sens de la formule et du raccourci impressionnent. Ils signent avec fracas votre entrée dans le journalisme. Ce n'est pas pour un parti que ceci est écrit, mais pour des hommes. Et si je voulais donner à cette enquête le sens qu'il faudrait qu'on lui reconnaisse, je dirais qu'elle n'essaie pas de dire « Voyez ce que vous avez fait de la Kabylie », mais « Voyez ce que vous n'avez pas fait de la Kabylie ». Mon rôle n'est d'ailleurs point de chercher d'illusoires responsables. Je ne trouve pas de goût au métier d'accusateur. Mais en face des charités et des petites expériences, qu'on mette la famine et la boue, la solitude et le désespoir, et l'on verra si les premiers suffisent. Misère en Kabylie, c'est son voyage initiatique. Il a bien conscience de la situation politique des Arabes d'Algérie et des Kabyles d'Algérie. Ça, il a bien conscience de ça. Mais il ne le touche pas du doigt avant ce voyage-là. Alors, comme c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, d'extrêmement généreux, d'extrêmement honnête, ça donne une série qui est intense, si vous voulez. Et en fait, qu'est-ce qu'on retient de ces articles? C'est l'intensité, c'est le fait qu'il s'engage, alors on retient ça après coup, des années plus tard, qu'il s'engage dans une évolution de l'Algérie. Si, par un miracle invraisemblable, les 600 députés de France pouvaient reparcourir l'itinéraire désespérant qu'il m'a été donné de faire, la cause kabyle ferait un grand pas en avant. C'est qu'en toute occasion, un progrès est réalisé chaque fois qu'un problème politique est remplacé par un problème humain. Les questions sociales le préoccupent beaucoup et son engagement politique dans les rangs du Parti communiste algérien dans les années 30 se fait surtout en rapport, en relation avec les questions sociales, les questions de misère sociale. Le mot de misère revient donc très souvent sous sa plume. Il écrit à plusieurs reprises, on n'a pas idée de la misère épouvantable dans laquelle vivent les Algériens musulmans aujourd'hui en Algérie. Mais en devenant journaliste, c'est-à-dire en produisant des écrits en prise avec l'actualité quasiment quotidienne, il s'expose. Il propose des solutions, il avance des arguments, il essaye aussi, à travers cette volonté de l'enquête et du journalisme,
de ne pas rester prisonnier de schémas théoriques ou de carcans idéologiques forgés a priori. Bientôt vos engagements vont devoir changer. Il ne s'agira plus de temps